Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, enfin cette nuit, je suis tout seul pour faire ce petit focus Uruguay. Il y a eu un week-end bien chargé, vous vous en doutez, hein, que vous voyez le live en direct ou que vous voyez en replay. Et c'est sûr que pour le supporter marseillais que je suis, pas vous mentir que le week-end, il a fallu aller un peu à la plage. Il a fallu aller un peu se changer les idées. Parce que pour un supporter marseillais, ce week-end, il a été un peu compliqué. Donc, si vous êtes supporter parisien, je pense que vous êtes en train de passer de super bons moments et premier degré, kiffez bien. Kiffez vraiment. Mais voilà. Là, j'étais pas en état, de pouvoir faire un débrief ou de pouvoir faire, on va dire une vraie analyse du match parce qu'en plus, je l'ai vu que par bribes et je l'ai revu après que par la suite, donc ça avait pas de sens. Donc voilà, cette petite entrée en matière, on va dire, sur le week-end. Voilà, j'étais obligé, je pouvais pas me défiler. Je pouvais pas me défiler et ne pas en parler et d'expliquer pourquoi pendant le week-end, il n'y a pas eu de petit débat. Donc, on va en reparler, hein. On va en reparler de ce match-là. C'est juste, pour le débrief, c'était pas possible. Voilà. Donc après cette longue introduction, les copains, comme d'habitude, là, on va parler de, voilà, je vois que il y a des messages. Laoni qui nous dit champion mon frère, bah voilà, quoi. Je savais justement que c'était le soir parfait. Donc pour ceux qui auraient envie de passer un bon moment avec une analyse foot du match, je te propose Laoni de mettre le débrief de ton match en commentaire. Il nous a fait une très très jolie vidéo hier après la victoire du PSG. Donc si vous voulez le débrief, Laoni, à toi de mettre ton petit lien en commentaire. Bon, là on est là pour parler un tout petit peu d'une chose. Enfin, c'est pour parler Coupe du Monde parce que bon, maintenant, finale de Ligue des Champions passée, le barrage de Ligue 1 passé, toutes les finales de Coupe nationale passées, toutes les Coupes d'Europe finies. Bon, maintenant, on arrive dans le focus Coupe du Monde. Donc, pendant les prochains jours, on va faire plein de focus sur toutes les sélections dont on n'a pas encore parlé pour l'instant. On a commencé déjà à en parler de quelques-unes. Et là, on va continuer ce soir avec quoi? Tout simplement avec l'Uruguay. Et on va se poser la question ensemble, les copains. Jusqu'où ça peut aller au mondial 2026. J'ai posé un peu la question en commentaire.
Mais est-ce que ça pourrait faire demi-finale? Est-ce que ça pourrait faire demi-finale? Bonsoir, Schwab, Tony Citron, chat pour ceux qui te connaissent et tu interviens pour la chaîne, toi aussi. 13 jours avant la Coupe du Monde. Bah ouais, 13 jours avant la Coupe du Monde, les copains. Là, ça dirait de commencer à se mettre un petit peu en mode Coupe du Monde. Donc là, je me suis dit, ok, sortir le maillot d'Uruguay pour pouvoir parler un petit peu de la Ceste et peut-être aussi un peu plus particulièrement de son sélectionneur, qui n'est pas uruguayen, mais qui est très connu et qui laissait beaucoup de souvenirs dans beaucoup d'équipes. Donc, avant toute chose, avant qu'on débute le live, comme d'habitude les copains, commentez, likez, partagez. Faites comme Laouni et Tony Citron qui sont sur le live et qui sont actifs. Donnez votre avis. Dites-moi si je suis plutôt dans le vrai ou au contraire si je suis en train de raconter des grosses saucisses. Si c'est le cas, reprenez-moi en commentaire. Abonnez-vous. J'ai besoin de ça. C'est ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne de la force. Et puis voilà. J'ai fini mon petit point. On peut y aller. On rentre dans le vif du sujet. Bon, l'Uruguay, c'est quoi? L'Uruguay, vous commencez à la connaître si vous voyez ce type de vidéo. L'Uruguay, on va commencer direct par le classement FIFA. Alors, juste dans les messages, Schwabs qui nous dit non, perso, c'est 8e max. La nouvelle génération est pas aussi forte qu'avant. T'as plus autant de cadres. Laoni qui nous dit d'ailleurs Sénégal qui vient de perdre en amical contre les États-Unis en préparation. Ouais, il y a eu un 3-2. Il y a eu un 3-2 Laoni. Ouais, on a vu ça. Et Salazar, j'aime bien, mais ça manque d'un Cavani, Suarez, Nunez, c'est pas la même comme. Ouais. On va en parler. De tout ça. Les copains, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Surtout sur Salazar, il y a des choses à dire. Donc, je suis en train de vous le partager. Classement FIFA de l'Uruguay, c'est 17e. Donc, mine de rien, bon, c'est une équipe qui est pas donc top 10, qui est pas au plus haut de ce qu'on a pu connaître. Donc, un tout petit peu le voir en message. Oui, il n'est plus du temps de la grande génération des Suarez et Cavani. Maintenant, bon, on se retrouve quand même avec une sélection qui est 17e et qui est juste derrière États-Unis, Mexique, Sénégal, Colombie, Italie, Croatie, Allemagne. Bon, c'est assez logique, c'est assez cohérent. Maintenant, on voit que c'est pas une sélection qui est en train de surperformer. Donc, la fameuse présentation qu'on a très souvent de l'Uruguay, c'est-à-dire ce double champion du monde et double champion olympique, ou les 4 étoiles. Les 4, c'est pour ça, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas, petit moment d'histoire. Schwabs qui nous dit l'Italie est censée être meilleure, c'est dire bah ouais sur le papier. Maintenant, c'est pour ça aussi que je précise très souvent que le classement FIFA c'est une lecture. Maintenant, c'est pas une vérité absolue. Donc cette équipe qui est double championne du monde et qu'on présente toujours un peu comme un outsider. Alors, je dis pas forcément un outsider sérieux à la victoire finale, mais on connaît l'état d'esprit des Uruguayens. Je sais pas si je vais bien dire, mais la Garachua, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Ils ont, on va dire pour eux, cet état d'esprit qui fait que même avec pas la meilleure génération, ce que tu étais en train de nous dire, Schwabs, ils sont capables de pouvoir surperformer. Et eux, t'as la sensation quand même que c'est une équipe qui donne tout sur le terrain, qui mouille le maillot, comme on dit très souvent dans le milieu du foot. Et j'ai envie de dire qu'avec un Marcelo Bielsa, t'es encore plus obligé de tout donner et de surperformer. C'est dans ton ADN et dans l'ADN de cette équipe-là, en tout cas. Donc, oui, on n'est peut-être pas avec la meilleure génération, mais on parle de l'Uruguay, donc oui, c'est peut-être pas en 2026 pour l'instant l'outsider numéro 1, mais on va le voir, il y a quand même des forces et des forces en présence
qui font que bon, il y a quand même moyen de pouvoir y croire un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que nous dit Schweppes? En 2018, s'ils tombent pas dans le tableau de la France, ils font peut-être finale à la place de la Croatie. Après Valverde, ça reste très fort. Oh, en 2018, et la génération, tu l'as dit, en 2018, t'es pas avec la même chose. T'es pas avec les mêmes joueurs. T'es pas avec les mêmes joueurs. Les fameux cadres sont encore là. T'as encore un Godin encore qui est là. Et on va le voir dans la sélection, pardon. Ouais, il y a de la qualité, mais il te manque peut-être des vrais patrons. Alors, je vous partage la sélection. Petit visuel, c'est un petit moment gratifiant. C'est moi qui ai conceptualisé le visuel. J'en suis assez fier. Bon, soit dit en passant. Au niveau des gardiens. Alors, les gars, on va être d'accord, il y a un truc qui va interpeller tout le monde. Gardien, si vous regardez bien, si vous avez des bons yeux, vous allez voir quoi? Vous allez voir Fernando Muslera. Donc, Fernando Muslera, c'est là en 2010. Hein. Donc, il y a 16 ans, en Afrique du Sud. Bah si, en Afrique du Sud. Il était déjà là pour la main de Suarez face au Ghana et tout ça. Supporter ghanéen, ne vous énervez pas. Mais les gars, il est encore là. Encore là. Bon, précisons aussi très rapidement que ce pays est un tout petit pays. L'Uruguay, c'est tout petit. C'est un tout petit réservoir d'habitants. Je vais pas me gourer, hein. Si vous avez l'info en commentaire, dites-moi, mais je crois que ça dépasse pas les 5 millions d'habitants. On est vraiment sur un petit pays, donc un petit réservoir de joueurs. Donc peut-être qu'au niveau des gardiens, on n'a pas réussi à trouver la suite. Alors je vous dis pas que normalement Muslera il va être titulaire. Normalement c'est Sergio Rocher. Je sais pas si on dit Rocher ou Rochette. Mais bon, j'ai vu qu'il était blessé, le gardien de l'international, et Santiago Mele de Monterrey. Là, je vous le dis, ça fait pas partie pour moi des vrais points forts de l'Uruguay. Et pour une sélection, je vous le dis à chaque fois, 3 millions et demi, merci Schweppes. 3 millions et demi, donc oui, en 3 millions et demi, c'est moins que certaines capitales européennes. Hein. Donc voilà, en termes de réservoir, c'est compliqué. Et juste pour le dire assez souvent dans cette rubrique, le gardien, je vous dis pas qu'à chaque fois c'est l'élément déterminant, mais tu as besoin d'un bon gardien pour pouvoir faire un bon parcours. C'est une réalité. Je dis pas qu'en 2026 plus qu'avant c'est le cas, mais ils sont vraiment infimes les exemples de sélections qui peuvent faire un parcours avec un gardien moyen voire médiocre. Et là, moi, je vous le dis, je suis pas du tout emballé. Je suis pas du tout emballé par les choix de Marcelo. Alors, dans les joueurs qui auraient pu être sélectionnés, il y en a un que moi, je connais un petit peu. Je suis pas malin, mais je le connais un tout petit peu. C'est le fameux Franco Israel, gardien du Torino. Alors, sans être exceptionnel, c'est un gardien pour moi qui avait montré des belles choses cette année avec le Toro. Par rapport aux gardiens qu'on vient de citer, dont Rocher qui est blessé, Muslera 39 ans, ouais, le Franco-Israël qui a 26 ans je crois, ouais les gars, ça pouvait coller. Hein. Moi je vous le dis, ça pouvait largement coller. Et je nuance tout de suite, hein. Je vous dis pas que avec Franco-Israël, l'Uruguay allait forcément atteindre le dernier carré, comme je pose la question, mais tu as quand même un peu plus de références que les trois autres. Donc, ouais, j'avoue, je peine un petit peu à comprendre le choix. Maintenant, Marcelo fait partie des gars qui te respectent totalement, donc
on va te faire confiance. Mais là, sur ce poste-là, je suis pas du tout confiant pour l'Uruguay. En défense, donc on a Ronald Araujo, on connaît, qui joue au FC Barcelone. On a Santiago Bueno, qui joue à Wolverhampton. On a Sébastien Cáceres, qui joue à l'América. On a José María Jiménez, la légende de l'Atlético Madrid. Mathias Oliveira, du Napoli. Joaquín Piquerez, de Palmeiras. Juan Manuel Sanabria, du Real Salt Lake City. Petite dédicace pour toi, Denis Citron. Guillermo Varela, de Flamengo. Et enfin, Mathias Vina, de River Plate. Alors, je vous le dis, il y a le totem un petit peu José María Jiménez, donc qui est un peu l'ancien, qui était un peu le successeur à la base de Diego Godin, qui a commencé même à ses côtés et sur lequel l'Uruguay a misé énormément. Alors, je dis pas que c'est un flop, hein, loin de là. Hein. En plus, ça fait partie des joueurs que j'adore énormément. Mais force est de constater, il n'a pas pris la trajectoire qu'on pouvait espérer pour lui. La faute à des blessures la plupart du temps et un manque de continuité. Mais ok, c'est un joueur respecté dans la défense centrale et ça fait partie je pense, des bons, des très bons défenseurs sud-américains. Maintenant, est-ce qu'au niveau international, c'est encore dans le haut du panier? Je sais pas, j'ai des doutes. J'ai des vrais doutes. Parce que comme je viens de le dire, physiquement, j'ai des doutes sur lui. Et puis, à ses côtés, je peux pas vous dire que j'ai véritablement des références totales avec des joueurs auxquels on peut se dire bon, ok, on peut y aller parce que allons tout de suite les pieds dans le plat. Araujo, qui normalement devait être ce défenseur, ce défenseur un peu d'avenir et tout ça, il n'a pas pris lui aussi la trajectoire qu'on avait. Un temps, il a été considéré comme intransférable du côté du Barça. Après, le Barça était prêt à le mettre dans n'importe quel échange. Et on a vu des matchs, d'un match contre le PSG il y a 3 ans en Ligue des Champions où il dégoupille complètement et il fait basculer le match à ce moment-là. Enfin, Araujo, voilà, c'est pas une valeur sûre. Alors oui, c'est connu au très haut niveau. Oui, ça a un passé international, enfin, ça a un passé et un avenir international. Mais est-ce que c'est une valeur sûre? Je sais pas. Donc à côté, bien sûr, il y a Santiago Bueno qui joue à Wolverhampton. Alors bon, vu la saison bourbier de Wolverhampton, piqué, bon, il a marqué quelques buts. Je crois qu'il en marque 3 de mémoire. Et après, si, il va te rester Sébastien Cáceres du club América. Et c'est pareil, on peut pas parler véritablement de joueurs majeurs. Ça reste un bon défenseur central qui lui aussi a plutôt joué cette saison, qui est plutôt performant, qui a 26 ans. Mais on parle pas d'un crack. Donc défensivement, tu vas très vite revenir à ce fameux duo. Je parle en tout cas pour la charnière centrale. Jiménez, Araujo, s'ils sont aptes. Et pour moi, il y a des vraies interrogations. Donc si on ajoute les interrogations que tu as avec le poste de gardien, la défense centrale, après, il y a une possibilité, hein. Si Araujo et Jiménez sont bien lunés, ils sont dans un bon jour, clairement, les gars, ça va être compliqué d'aller leur marquer un but. Par contre, Jiménez avec la fragilité physique et Araujo, pardon, si je te dis mal, avec cette faculté à certains moments à sortir du match et à répondre bêtement aux provocations, pas des véritables garanties. Alors après, sur les côtés, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant, c'est des joueurs un peu polyvalents qui peuvent faire piston, qui peuvent être en capacité de se projeter, comme un Vigna
Oui, comme un Vigna, par exemple, comme un Oliveira aussi du Napoli. Mais voilà, la ligne défensive, oui, j'ose le dire, c'est pas au niveau de ce qu'on a connu de l'Uruguay ces dernières années. La fameuse époque, comme je l'ai dit, Godin, où vraiment alors, supporters du PSG, calmez-vous, mais époque Diego Lugano. Bon, Diego Lugano au PSG, c'était pas trop ça, je suis d'accord. Mais quand il portait le maillot d'Uruguay, il était sacrément décisif et sacrément bon. Donc ça manque de vrais leaders compétitifs. Voilà. Maintenant, je l'ai dit, sur le papier, Jiménez Araujo, peu connu. Alors, Shopstone Citron qui nous dit 3,5 millions d'habitants, c'est 3 fois la ville de Nantes à titre de comparaison. Ouais, voilà, l'Uruguay, ça vous dit, c'est juste 3 fois la ville de Nantes. Donc, en termes de vivier, pour rester quand même mesuré, c'est un peu comme les Pays-Bas. Bon, ça reste des tout petits pays, vraiment. Nantes, c'était fort à une époque. On va en parler de Nantes. On va en parler même tout de suite, là, dans quelques minutes, mon ami. Il est loin d'avoir eu le niveau d'un Miranda ou d'un Godin à l'Atlético. Bah ouais, c'est ça le problème de Jiménez. C'est que sur le papier, c'est un excellent défenseur. C'est un gars rude, dur sur l'homme, bon sur les coups de pied arrêtés, qui a une vraie présence athlétique, physique. À la différence d'un Araujo, il dégoupille rarement. Pour moi, le problème, c'est juste la continuité. Trop de blessures. C'est un joueur qui a accumulé trop de blessures ces dernières années. Donc, j'ai plus d'indulgence pour lui que son compère du Barça. Si tu veux mon avis. Bon, au milieu. Alors, les gars connus, les gars qu'on peut visualiser. Rodrigo Betancourt, bon, on l'a quand même de Tottenham, de Georgian de Arrascaeta, de Flamengo, Nicolas de la Cruz de Flamengo lui aussi, Emiliano Martinez, aimez-vous supporter de l'équipe de France, c'est pas votre pire ennemi, c'est juste un homonyme qui joue à Palmeiras, Manuel Ugarte, ouais, ce bon vieux Manuel Ugarte de Manchester United, Federico Valverde, la base de cette saison, hein, de cette sélection, pardon, uruguayenne, capitaine qui plus est, et Rodrigo Salazar de Braga. Alors, autant je suis nuancé, je suis un peu perplexe, voire inquiet du côté des gardiens et des défenseurs côté Uruguay, autant côté milieu, je me dis qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui peuvent te permettre de jouer au ballon et d'être un minimum et compétitif et voire même ambitieux. Parce que Salazar, c'est pas mon hipster qui regarde tous les matchs du championnat portugais et de Braga en particulier, mais c'est particulièrement intéressant ce qu'il propose, le garçon. C'est un profil qui, oui, dans le foot moderne, t'en as toujours besoin d'avoir des gars qui peuvent mettre le pied sur le ballon et capables de pouvoir te déstabiliser le bloc adverse. Alors après, j'en rigole un peu, mais Manuel Ugarte, ça reste avec certaines références au haut niveau. Bon, maintenant, l'éclosion, on a bien compris, hein, pas forcément dû au PSG, ça n'a pas forcément plus pris du côté de Manchester United, mais bon, on va pas dire forcément que c'est un mauvais joueur. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est peut-être pas un top player en devenir comme on pouvait le croire. Betancourt, alors un peu comme un Jiménez, il est souvent blessé. Mais ce mec-là, si tu l'as vraiment dans ton équipe, pareil à 100%, il te régule le tempo, il te fait du bien par sa grinta et de l'autre sa qualité technique dans ce jeu, dans ce milieu de terrain-là, il te fait du bien, il peut te faire remonter le bloc. Franchement, c'est un joueur classe. Alors qui est un peu vicieux, hein.
C'est pas que c'est pas qu'un beau joueur de ballon. C'est aussi ça peut être un peu une garce, mais sacrément utile. Donc lui, vraiment, c'est le genre de joueur, je me dis à chaque fois, quand tu l'as dans ton équipe, mets-le, mais vraiment dans le coton, vraiment, mais mets-le, mais super bien, chouchoute-le, parce que c'est un des régulateurs de ton équipe. Et 2026 ou pas 2026, t'en as besoin des mecs comme ça. T'en as absolument besoin. Et puis, bon, pas ne pas parler évidemment de Federico Valverde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par lui, que peut aussi se provoquer l'étincelle. Alors attention, hein, je peux vous dire que c'est un joueur frisson. J'avoue, c'est pas un joueur qui me fout les poils. Par contre, c'est vrai que son abnégation, par contre, me fout les poils. Par contre, son caractère sur le terrain, de chien de la case qui va salir le short à n'importe quel endroit, et j'avoue que ça me donne plus de frissons. Mais par contre, pour te faire la différence, hormis la fameuse frappe où il ferme un peu les yeux, j'ai un peu de mal à voir la vraie plus-value. Voilà, je cherchais le mot, la vraie plus-value d'un Federico Valverde. Bon, après, si on se concentre juste sur le milieu de terrain, et donc le box-to-box, et on va dire ce rôle de leader un peu de l'entrejeu, oui, il peut faire du bien. Ça, j'ai aucun problème à le dire. Mais après, le football, c'est pas non plus que du box-to-box ou des sentinelles. Donc évidemment, des Arrascaeta peut te faire du bien. Lui aussi, en ce moment, est blessé, donc je sais pas si il sera à 100%, mais lui, évidemment, s'il est à 100%, c'est un gars qui peut te faire la diff dans les 30 derniers mètres, par la passe ou par la frappe. De la Cruz, c'est pareil. Alors c'est lui pareil, c'est peut-être plus un box-to-box, mais quand même avec une base technique quand même assez intéressante. Et puis je l'ai dit, Salazar, tu peux l'avoir. Alors peut-être que Bielsa partira pas avec lui comme titulaire, peut-être. C'est pas interdit, mais ça peut être le genre de gars, encore une fois, qui rentre et qui te fait du bien. Donc pour moi, le milieu de terrain, c'est le point fort de cette équipe de l'Uruguay. Mais c'est souvent des Cavani et des Suarez, mais c'est souvent dans cet entrejeu-là qu'il y a un gros réservoir, et on va dire que t'es un peu le baromètre de l'équipe et de la sélection uruguayenne. Et si ton milieu est fourni, bon, tu peux voyager, tu peux voyager. Dernier point, les attaquants. Alors, je vois qu'il y a un message de Chopson Citron. L'Atlético lui a donné trop de confiance et de temps quand tu vois ce qu'il en a donné. C'est peut-être parce que j'ai un affect particulier pour José María Jiménez. C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça, je suis un peu trop, je le vois encore un petit peu avec, pas les yeux de l'amour, mais et je l'aime beaucoup. Donc peut-être que tu as raison, comparé à la confiance qui lui a été témoignée, peut-être que, oui, ça peut s'entendre. Je dis pas le contraire forcément, hein. Les faits te donnent raison. Mais en soi, pour l'espace d'un tournoi, s'il est débarrassé des problèmes physiques, Jiménez, pour moi, ça reste quand même un vrai plus. Donc, pour les attaquants, on a donc Rodrigo Aguirre des Tigres, au Mexique, Agustín Canobio de Fluminense, Maxi Araujo du Sporting Portugal, Darwin Núñez, qu'on connaît bien, d'Al Hilal maintenant, Facundo Pellistri du Panathinaikos, Brian Rodriguez de l'América au Mexique, et enfin Federico Viñas d'Oviedo en Espagne. Alors oui, on va être clair, hein, ils ont pas été remplacés, Suarez et Cavani. Oui, d'accord, il y a un petit problème là-dessus. C'est vrai que les remplaçants, ça m'a pas l'air d'être au même niveau. Que ça soit Aguirre, que ça soit Núñez, on le connaît un peu plus, ou que ça soit Viñas. Bon, je vais pas mentir, hein. Tu t'as pas des tueurs devant,
Et le fait de pas avoir des tueurs devant, bah, tu risques de vite le payer. Donc, cette équipe-là de l'Uruguay, j'ai un peu peur pour elle quand on regarde la liste, en tout cas sur le potentiel affiché. Ça, c'est toujours la même chose. Le terrain, et heureusement, le terrain est là pour nous expliquer ou pour nous contredire ou aller dans notre sens. Mais là, sur ce qu'on peut voir, je suis désolé les copains. La sélection de l'Uruguay de 2026, non, on est loin je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque, Suarez, Cavani, Forlan, Gano, Godin, Muslera à son prime. Enfin, bon, là, on en est très, 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 très loin. Donc, Schwab, tu nous dis, je sens le flop perso. Ça peut y ressembler. Maintenant, il y a un motif d'espoir. Ce motif d'espoir, c'est lui. Réel Loco. Réel Loco. Les gars, on va pas se mentir, hein. C'est lui dire l'espoir, la chance de pouvoir peut-être avoir une équipe, alors peut-être pas qui ira jusqu'en demi-finale, mais qui va provoquer des émotions, qui va être un peu l'équipe frisson. Et ça, on peut, qu'on soit amateur de Bielsa ou pas, hein. Mais ça, je pense qu'on peut quand même lui mettre à son crédit. C'est-à-dire que les équipes qu'il peut avoir à chaque fois sont proactives, oui, séduisantes les 3/4 du temps. Faut pas penser à chaque fois qu'à Marseille parce qu'il a eu d'autres équipes, mais l'Atlético qui l'amène en finale d'Europa League. Bon, excusez-moi, mais c'est du football. Le Chili, dans cette Coupe du Monde 2014, excusez-moi, mais je vois pas. Non, Coupe du Monde 2014, 2010, 2010. Ce qu'il arrive à produire, voilà. Alors oui, il y a eu l'épisode lillois. Ok, c'est complètement foiré. Bon après, travailler avec Gérard Lopez, c'est quand même pas un gain. Mais bon, on va quand même mettre ça en termes de flop parce qu'il n'a pas réussi du tout à relever la situation. Mais Leeds, bon bah c'est une réussite. Il a récupéré le club en Ligue 2, il l'a fait monter, a développé un vrai état d'esprit, a laissé vraiment une trace là-bas. Donc il a des états de service. Je suis désolé. Après, c'est toujours l'éternel débat sur Marcelo Bielsa. Est-ce que c'est un grand entraîneur ou pas? Moi, personnellement, je vais vous dire que oui, mais forcément, l'absence de titre majeur dans le palmarès, bon, c'est problématique, même si on oublie quand même qu'il a gagné une Copa Libertadores, mais bon, c'est-à-dire que c'est pas assez clinquant. Mais pour moi, voilà, une équipe, comme on vient de le dire, qui est peut-être limitée à certains postes, qui n'a pas la meilleure génération et les meilleurs talents de son histoire. Est-ce qu'un entraîneur charismatique, emblématique, tactique et dogmatique, le quatrième, est-ce que ça peut pas être lui qui peut faire basculer, et comme je le disais tout à l'heure, l'état d'esprit, normalement, on va l'avoir. Donc, si l'état d'esprit, tu l'as, parce que c'est dans les gènes un peu des joueurs uruguayens, et que de l'autre côté, tu ajoutes à ça un entraîneur, pas vous dire qu'il va forcément que développer des valeurs, c'est pas ça, mais qui va aller là-dedans, et tous les joueurs, on peut le dire, même ceux avec qui ça s'est pas bien passé, il te laisse une trace, bien ça. Il te laisse quelque chose. Et après, soit ça colle pas. Je suis pas là pour dire ça. Par contre, il y a aussi dans cette possibilité en fait de surperformer, il faut bien sûr qu'il y ait encore une fois adhésion. Mais comme pour moi, Bielsa, il a l'adhésion du vestiaire. Les joueurs sont motivés de base. En fait, oui, de fait, l'Uruguay va être difficile à affronter.
Donc, bien sûr qu'elle va partir favorite sur pas beaucoup de rencontres. Et on va arriver au calendrier dans cette Coupe du Monde. Oui, il y a peut-être des chances. Il y a peut-être des chances que l'Uruguay ne soit pas souvent favori. Mais attention, est-ce que cette position-là, dans une équipe de Bielsa, ça peut pas être, comment dire, le facteur clé? Moi, je voudrais bien. Peut-être que je vois ça encore une fois avec beaucoup d'admiration et pas de l'admiration BA, hein, mais de l'admiration quand même pour Bielsa, en me disant bah ce mec-là développe toujours quelque chose dans ses équipes. Il y a un truc qui se crée. Il peut y arriver encore avec cette génération qui est pas dingue, mais on l'a dit, il y a des talents quand même. Donc Bielsa, oui, pour moi, c'est un argument qui peut faire penser que cet Uruguay demi-finale, c'est peut-être trop fort, mais peut surperformer. Schwab qui nous dit, je sens le flop perso. Bon, ok. Une légende, oui, mais est-il encore à la page? J'ai des doutes. À la page, si tu me dirais qu'il doit entraîner un club avec toutes les gestions de joueurs que ça comporte en 2026, je suis pas sûr. Peut-être que là, tu as raison. Par contre, Marcelo Bielsa, dans une sélection pour un tournoi comme tel une Coupe du Monde, pour 1 mois et demi, un peu en mission commando, et enfin, commando, ça va pas être le terme, mais en vase un peu clos et tout ça, je pense que ça, il est en capacité de pouvoir tenir ça. Par contre, tu me dirais, oui, il va reprendre un club avec gestion au quotidien, compte de presque tous les 3 jours et tout ça. Non. Là, je pourrais te rejoindre. Parce que c'est vrai, le Pépère, il a 70 ans. 70, oui, ça peut aussi marquer. Mais sur l'espace d'un tournoi d'1 mois et demi, et l'espace de quelques matchs, hein, parce que il y a pas 38 matchs à jouer, hein, pour être champion du monde, ou tout du moins faire un très bon parcours. Donc attention. Et comme nous dit Laoni, attention quand même, va y avoir des surprises. Bah, de toute façon, je fais pas le malin, hein. Je regarde les Coupes du Monde depuis 1990. Il n'y a pas une Coupe du Monde que j'ai vue où il n'y a pas eu des surprises. Il y en a pas. Et c'est même le principe du sport, les gars. Si on élargit à ça, il va forcément y avoir des surprises. Donc, dans les surprises, il y a des équipes qu'on n'attend pas. Et cet Uruguay, moi, je le dis, on ne l'attend pas. Et pour plein de raisons, je vais dans ce sens-là. Oui, c'est trop moyen à certains postes. Et pas assez de références, en tout cas, avant de commencer la compétition, ça manque de références. Et pour appuyer ça, hein, je vous partage ça. Le groupe de qualification de l'Uruguay pour se qualifier. Alors, c'est un peu trompe-l'œil parce qu'on les voit, ils sont 4e. Ils finissent 4e. Donc, je dis, c'était pas ouf. Bon, c'est devant le Brésil. C'est à égalité avec la Colombie qui est 3e et l'Équateur qui finit 2e. C'est 1 point devant. Bon. Donc, on se rend compte qu'il y avait un groupe de 5 équipes. Équateur, Colombie, Uruguay, Brésil et Paraguay. Tiens, petit big up à toi, je peux te donner citron pour le Paraguay, qui était à 28 points ou 29 points. Donc, ils se tenaient en 1 point. Donc, l'Uruguay a été performante au même titre que le Brésil, le Paraguay ou la Colombie, et un tout petit peu moins que l'Équateur, puisqu'il y a 1 point d'écart. Quand tu regardes les fameuses défaites qu'il y a pu avoir sur ces 18 matchs, bon, il y a une défaite en Équateur, extrêmement difficile. En Équateur, tu vas jouer à Quito. Je crois, c'est 2000 mètres, à plus de 2000 mètres d'altitude. Tu peux expliquer un 2-1. Il y a une défaite au Pérou. Alors là, on n'est pas dans les mêmes conditions normalement, mais quand même, ça reste un déplacement au Pérou. Donc, hein, il y a cette défaite très frustrante contre l'Argentine, alors qu'en plus l'Argentine termine à 10, 1-0, et cette défaite où là pour le coup ils sont passés vraiment à côté, c'est le match au Paraguay, mais on arrivait sur une fin de qualif
Non, tu peux encore croire. Tu peux encore pardonner et comprendre. Mais dans ce parcours de qualif, on parle d'une équipe quand même qui a battu 2-0 le Brésil à la maison et surtout qui a été gagné 2-0 en Argentine chez les champions du monde. Donc, on n'est pas... Et ça, ce match-là, je vous repartage et je regarde en même temps. Le match, il date de 2023. Donc, on n'est pas sur une référence. Il date d'il y a 12 ans. Là, on pourrait me dire, bon, Zaza, t'es sympa avec ta référence. Ils ont été bons il y a 12 ans. Mais là, on parle d'un match dans ce parcours de qualif, ce groupe de qualif, battre l'Argentine chez elle, pour moi, ça reste quand même un gage de sécurité et un gage de compétitivité. Donc oui, entre-temps, 2023, on est en 2026, c'est quasiment 3 ans, allez, 2 ans et demi, parce que ce match-là était au mois de novembre. Donc, oui, on va dire 2 ans et demi. Il s'est passé des choses, ok, pas de problème, mais cette équipe-là a ces références-là. Elle a les références d'avoir battu et l'Argentine et le Brésil, et l'Argentine qui plus est chez elle. C'est pas toutes les équipes qui peuvent se targuer de ce type de petites infos. Après, pour le reste, bon, voilà, c'est un mini championnat, hein, le parcours de qualif en Inde Sud. Juste l'occasion de préciser quand même que Chili termine 10e, c'est quand même une anomalie incroyable. Vraiment, avec 11 points. Alors, ok, on sait très bien, ils n'ont pas la meilleure génération de leur histoire, eux non plus. Et voir dernier avec la Bolivie, par exemple, qui finit à 9 points devant. Un peu triste pour le Chili, quand même. Un peu triste. Bon, maintenant, ce à quoi on peut passer. Là, on a parlé un petit peu du parcours. On a parlé de Marcelo Bielsa. Mais les gars, si on parle de Coupe du Monde, on est obligé de parler du groupe de l'Uruguay. Et dans le groupe de l'Uruguay, je pense que vous avez vu, hein, vous n'avez pas attendu pour avoir le groupe de l'Uruguay. On retrouve premier match le 16 juin 2026 à minuit à Miami, l'Arabie Saoudite contre l'Uruguay. 6 jours après, pareil, à Miami, à minuit aussi. Ça, c'est quand même un petit avantage. Match contre le Cap-Vert. Quand je dis petit avantage, c'est 6 jours après, tu es à la même heure, dans le même stade, dans les mêmes conditions. Donc, ça veut dire que tu peux préparer ces 2 matchs quand même très sereinement par rapport à d'autres qui vont être obligés de prendre l'avion, qui vont être obligés de s'installer, machin. Tu peux avoir des écarts de température. Bon, là, tu es quand même sur place. Et c'est tes 2 premiers matchs les plus abordables sur le papier, parce que c'est ce qu'on va essayer de décortiquer 2 minutes. Et puis, ça se termine avec le 27 juin. Alors ça a de la gueule pour moi. 27 juin, 2h du matin, Guadalajara, Uruguay et Espagne. Ah, là, franchement, je vous le dis, alors déjà, je vais tout le temps être devant ma télé pour regarder les matchs pendant cette Coupe du Monde. Mais là, le Uruguay-Espagne, 2h du matin, Guadalajara. Ah là, je vous le dis, les copains, moi, j'y suis. Petite parenthèse, Laoni qui nous dit, dû à la fatigue de certains joueurs qui ont énormément de matchs, ça va peser clairement. Voilà, oui, non, mais il va y avoir des surprises. Il y en a tout le temps. Et oui, évidemment, la saison a été longue. Pour certains, oui, je te refais une petite dédicace, Laoni. Certains n'ont pas eu de trêve internationale, n'ont pas eu vraiment de vacances l'année dernière. Je pense au PSG. Donc, tu vas en avoir certains qui vont encore enchaîner sur une saison. Sur une période normalement de repos sur lesquels ils vont refaire une compétition internationale. On peut avoir des gars des joueurs qui sont en manque de forme ou à la recherche d'un 3e, 4e ou 5e souffle. Attention, ça peut avoir une importance clairement. Bon, maintenant, je vous ai montré le groupe, on l'a vu. Bon, secret de polichinelle, hein. Faut gagner les 2 matchs contre et l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert pour pouvoir être ultra tranquille pour la suite de la compétition et de pouvoir aborder le match contre l'Espagne
sereinement avec un match limite pour la première place. Je pense que c'est l'objectif de l'Uruguay. Maintenant, l'Arabie Saoudite, on ne sait pas ce que ça donne parce que autant l'équipe de 2022, on pouvait avoir un minimum de certitude un peu sur ce qu'ils avaient fait récemment, la montée en puissance, Hervé Renard, attention, on connaît le sorcier blanc, oh là là, et ça peut peut-être faire quelque chose. Là, on le sait, Hervé Renard, il s'est fait virer il y a quelques mois. On ne sait pas du tout comment ça va jouer et tout ça. Et le niveau de compétitivité de l'Arabie Saoudite, vous les copains, je suis bien emmerdé pour vous dire, c'était comme en 2022, c'est-à-dire c'est une équipe à plutôt éviter et surtout pas à sous-estimer. Où est-ce qu'on est revenu dans le niveau de l'Arabie Saoudite qu'on a pu voir ces 30 dernières années, avec une équipe sans manquer de respect aux Saoudiens, mais plutôt de sparring partner. Franchement, impossible de savoir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite va pas être favorite, là, pour le coup, face à l'Uruguay. Et ça va être pareil face au Cap-Vert. Cap-Vert, on précise aussi, en termes de référence, c'est une équipe qui était même pas là à la dernière CAN. En particulier, d'être présent à la Coupe du Monde, mais pas à la compétition de ton continent. Bon, ça montre quand même. Donc, attention, chez l'Arabie Saoudite et chez le Cap-Vert, il y a de la qualité. On n'est pas avec des équipes lambda qui sont arrivées là par hasard, parce que même si le Cap-Vert ne se qualifie pas pour la dernière CAN, ça reste quand même une équipe avec de la qualité et tout ça. Mais voilà, l'Uruguay se doit d'obtenir 6 points. Sinon, je l'ai dit, tu commences à rentrer avec des calculs, tu vas être obligé de jouer le dernier match contre l'Espagne sûrement à fond, au Mexique, peut-être avec peut-être une chaleur, un petit truc. Ah bon, tu peux t'éviter vraiment toute la partie piège en battant l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Ah, pour moi, c'est sur ça que doit miser l'Uruguay, c'est sur ça que mise un Marcelo Bielsa. Et après, bah oui, je le dis, tu te joues la première place avec l'Espagne. Et si c'est ça comme scénario, bon, l'Uruguay a peut-être ses chances pour pouvoir terminer première du groupe. Par contre, tout autre résultat que ça, je vous le dis, les copains, ça les exclut. Pour moi, c'est pas possible. S'il n'y a pas victoire contre l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, alors sauf si l'appareil, comme nous dit Naomi, on est sur surprise avec l'Espagne qui fait pas le plein contre ces deux équipes non plus. Bon, voilà. Mais pour moi, pour t'éviter tous les calculs, et pas être en mode bon, voilà, comment on va réussir à finalement se qualifier, tout ça. Tu bats l'Arabie Saoudite pour ton premier match, tu rentres bien dans cette compétition-là, et c'est une équipe largement à la portée de l'Uruguay. T'enchaînes derrière par le Cap-Vert, et derrière, c'est ce que je dis aussi souvent pour ce type de rubrique, et pour toutes les équipes qui commencent une Coupe du Monde, c'est ça aussi qui peut te déterminer un peu la dynamique, et qui peut t'amener derrière, et à l'inverse, une dynamique peut-être un peu plus poussive peut aussi amener derrière une logique victorieuse. On se rappelle du Portugal en 2016, ils commencent par 3 matchs nuls en poule et ils finissent par remporter la compétition. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que quelque chose se crée à ce moment-là, pendant ce groupe, pendant cette phase de groupe, plutôt positivement, on va pas se mentir. Si c'est pas positivement, ça va être difficile de pouvoir aller loin, mais il faut que quelque chose se crée. Alors, Bielsa, je vous dis pas que Bielsa est le genre de mec fédérateur avec tout le monde et qui fait que tout le monde s'entend super bien. Sans lui manquer de respect, c'est un autiste. Donc, cette partie-là, il va pas y avoir. Mais comme on l'a dit, ça fait partie de l'ADN de l'Uruguay. Moi, je vous dis, on n'est pas à l'abri d'avoir l'Uruguay qui vient à nous faire la demi-finale, c'est peut-être un peu provoque.
je suis d'accord, c'est peut-être un peu provoque. Mais, bon, prenons des cas concrets, hein. Les cas concrets, si ça termine premier, donc, dire premier du groupe H, et le premier du groupe H jouerait le deuxième du groupe J. Et le groupe J, c'est le groupe de qui? C'est le groupe de l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Donc, potentiellement, tu pourrais avoir un petit Algérie, Uruguay. Si tu viens à terminer premier et que l'Algérie vient terminer la deuxième dans le groupe de l'Argentine. Attention, hein. Possible, hein, impossible du tout que l'Argentine se prenne les pieds dans le tapis et soit l'Algérie ou soit même l'Autriche ou voire même dinguerie la Jordanie termine première. Et là, ça te change tout le tableau. C'est pour ça que depuis le départ qu'on fait ces focus, je pars pas sur toutes les probabilités parce que ça peut vriller. Je me concentre juste sur les 16e et les 8e parce qu'on a une vraie possibilité de voir ça. Et de là, on voit justement, on se mouille un peu avec si ça va jusqu'en 8e, est-ce que ça peut continuer un peu plus l'aventure ou au contraire ça s'arrête là, voire même le 16e, c'est déjà bout du monde. Par contre, si à l'inverse, l'Uruguay termine deuxième du groupe, ça veut dire que tu joues le premier de ce groupe-là. Et là, le premier de ce groupe-là, donc on a dit, ça peut être l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche ou la Jordanie. Si on part sur la probabilité la plus haute, ce serait l'Argentine qui se qualifie à la première place. L'Uruguay qui termine à cette deuxième place derrière l'Espagne, c'est aussi normalement le plus concret. Ça nous donne donc un 16e de finale, Argentine-Uruguay. Et là, les copains, j'ai beau avoir mis mon maillot, j'ai beau aimer très, 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 très fortement, vraiment très, très fortement ce pays et avoir un profond respect pour énormément de joueurs de ce pays. Je vous le dis, le Argentine-Uruguay, alors ok, ils les ont battus, je viens de vous en parler en phase de qualif. Et sur un match sec, élimination directe en Coupe du Monde, excusez-moi de plutôt miser un peu plus sur l'Argentine que sur l'Uruguay. Maintenant, dernière possibilité. Alors là, tu termines troisième. Et alors là, troisième, c'est toi et ta chance. Parce que tu peux à la fois jouer tu vas forcément jouer un premier groupe. Donc, grande chance de te retrouver face à un gros favori. Ça peut être la France. Ça peut être, j'ai vu qu'il y avait la France. Il y avait aussi, troisième du groupe H, troisième, ça peut jouer le premier du groupe B et le groupe B, on rappelle, bon là c'est plutôt sympa, c'est Canada, Bosnie, Qatar et Suisse, parce que là, si tu viens jouer le premier de ce groupe, est-ce que c'est véritablement une mauvaise chose? Moi je dis pas forcément, hein, les copains, parce que si derrière tu viens terminer troisième et que tu joues, je viens de le dire, le premier du groupe du Canada, de la Bosnie, du Qatar ou de la Suisse, il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir, hein. Donc, dans certains cas, et ça c'est la magie du foot et la magie des tableaux à chaque fois, c'est qu'à certains moments, mieux vaut terminer deuxième que premier. Et dans certains cas, mais bon, faut pas être, faut aimer le risque, hein. Mais dans certains cas bien précis, tu peux même te retrouver à être mieux loti en terminant troisième que premier de groupe. Donc, ça varie. Maintenant, on se ramène à cette probabilité la plus haute que les bookmakers nous annoncent avant le début du tournoi. C'est que l'Argentine termine première de son groupe avec, je le rappelle, l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche.
Et dans le groupe de l'Uruguay, c'est ce que je dis moi aussi, l'Uruguay va terminer normalement deuxième. Si cette logique est respectée, 16e de finale ultra bouillant. Ah, par contre, là, je vous le dis, ultra bouillant. Et en plus, rajoute une pièce dans la rivalité, c'est qu'en plus, Marcelo Bielsa, je pense que vous êtes au courant, c'est un Argentin. Donc, là, tu peux te faire vraiment un match coup près qui peut décider. Et après, attention, très clair, ils les ont battus, je l'ai dit, en phase de qualif et chez eux, l'Argentine. Donc l'Uruguay est capable. Mais attention, c'est à double tranchant, bien évidemment. Bon, bah, si tu passes là, fin de la compétition, merci, au revoir. Par contre, tu viens à te qualifier. Tu viens à sortir l'Argentine. Et là, en termes de confiance, en termes de morale, en termes de prise de conscience, de capacité que tu peux le faire, t'as sorti de champion du monde en titre en phase à élimination directe en 16e. Arrive à faire ça si c'est l'Uruguay, là, je vous le dis les copains, là l'Uruguay, il va falloir les regarder sérieusement avec un autre œil. Mais si on en reste avec encore une fois ces fameuses probabilités, projections réalistes et tout ça, oui, l'Uruguay termine deuxième, ça va coincer. Ça va coincer. Maintenant, je l'ai dit, peut-être que tu termines troisième, tu peux te retrouver avec le premier du groupe du Canada, de la Bosnie, du Qatar et de la Suisse. Est-ce qu'après, à certains moments, il vaut mieux pas faire un peu de stratégie? J'en sais rien. Mais je pense que c'est pas du tout dans l'ADN de l'Uruguay de faire ça. Et encore moins une équipe de Bielsa. Mais à voir, hein. Parce que comme je l'ai dit, si le troisième, il finit à jouer le premier de ce groupe, qui est pour moi le plus faible de toute la Coupe du Monde, et que de l'autre, si tu finis premier, tu peux te retrouver avec un deuxième pas facile, et alors deuxième, tu te retrouves avec l'Argentine championne du monde. Bon. Voilà. Donc, les copains, là, je me suis positionné. Alors, qu'est-ce que nous dit Laouni? Nous dit quart ou demi, ça me choquerait pas. Ce mondial-là, il va se jouer sur la fraîcheur physique. Ah, t'as raison, hein, on l'avait vu à la Coupe du Monde des clubs, qui était un peu une répétition avant le mondial de cette année. On a vu des conditions à certains moments qui étaient hardcore, hein, vraiment hardcore. Hein. On ironise souvent sur les conditions en Afrique pendant l'été et tout ça, mais là, on est sur des conditions, mais oh là là, on est sur des 40 degrés, sur des taux d'humidité extrêmement bas. Oh là 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 là, oh là là là, c'est vrai que tu as raison, Laouni, les conditions, la fraîcheur physique risque d'avoir une vraie incidence sur cette compétition. Et sur ça, alors je te dis pas, hein, les Uruguayens, ils peuvent être fatigués, hein, mais par contre, eux, ils veulent faire une dédicace, le fameux bleu de chauffe, ils le mettent à chaque fois. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est pas la génération la plus talentueuse, on l'a dit, et en plus, dans cette équipe, il manque un gars dont on n'a pas parlé forcément, mais Nathan Mendez, qui a joué beaucoup en Italie, qu'on a vu beaucoup du côté de Cagliari notamment, à l'Inter, parti du côté d'Alcaïdia, je crois. On a perdu un peu la trace, mais c'est dommage parce que ça, c'était un joueur qui pouvait y avoir. En plus, bon, il y a aussi deux gars pour s'y connaître un peu plus, mais Agustín Álvarez de Monza et Miguel Merentiel de Boca Juniors qui marchent plutôt pas mal, qui n'ont pas été pris non plus, donc qui se rajoutent avec Israël et Nathan Mendez. Naomi qui nous dit, quand tu vois nos joueurs, comment ils ont fini côté PSG, ça fait peur, les grosses nations vont galérer sur l'enchaînement des matchs. Ouais, non, ça va être un vrai paramètre.
Ça va être un vrai truc, la récupération et la préparation physique de ces joueurs-là qui ont fait une saison complète, PSG ou pas, hein, mais tous les joueurs qui ont fait une saison complète et derrière tu renchaînes dans ces conditions-là, et pour certains pendant plus d'un mois. Et derrière, il va falloir leur expliquer que 3 semaines après, il va falloir recommencer le championnat et un mois et demi après, il y a le début de la Ligue des Champions. Ça risque de commencer à tirer, hein. Ça risque de tirer un petit peu. Donc voilà, sur la liste, comme je le disais, c'est pas la meilleure. On a connu largement mieux. Par contre, il y a l'état d'esprit, ça c'est sûr. Les performances récentes montrent quand même que l'Uruguay 2026, c'est pas non plus une équipe de pimpins qui est passée par le trou de souris pour se qualifier. Il y a eu des victoires références. Il y a des joueurs intéressants, majeurs dans cette sélection. Peut-être pas à leur prime au moment où on parle, peut-être pas dans les meilleures conditions physiques, mais il y a des joueurs de qualité et dans tous les secteurs de jeu. Bon, après, il y a ces fameuses interrogations pour certains postes. Oui, je l'ai dit, le gardien, bon, je suis sceptique. La défense centrale, faut prier pour que ça tienne. Et le numéro 9, on n'en a pas parlé, mais bon, ça va beaucoup reposer sur Darwin Núñez. Et Darwin Núñez, dans quel état il est après sa saison du côté d'Al Hilal? Bonne question. Vraiment très très bonne question. Et là, très difficile d'arriver à répondre et de dire que ça peut être, je dis pas dans la lignée de Suarez et Cavani, parce que on parle de deux monstres, dont je sais même pas si un jour l'Uruguay les reverra deux joueurs de ce calibre-là. Je leur souhaite, hein, mais je suis pas sûr. Mais voilà, Darwin Núñez, on le sait, il y a eu un investissement qui a été fait pour lui du côté de Liverpool. Ça n'a pas pris, mais ça reste un joueur de talent. On parle quand même d'un joueur de talent. Donc, est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir mener cet Uruguay à être peut-être pas dans le dernier carré, mais allez, quart de finaliste. Quart de finaliste, comme on l'a dit, ça veut dire qu'il va falloir que tu passes par des matchs vraiment galères et compliqués. Non. Si ça fait quart, forcément Darwin Núñez, il aura une importance. Ou alors, sinon, c'est Agüero qui prend la place ou Viñas. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à penser que c'est pas Núñez. Mais bon, à voir ce que ça va nous donner. Hein. Laoni qui nous dit Hakimi, il enchaîne depuis les JO par exemple. Et les JO, ça date d'un petit moment. Oui, bah oui, non, t'en as certains, oui, j'étais en train de retourner le message. Oui, bah il y a des joueurs qui sont dans un enchaînement fatal. Tu l'as dit, hein, on parle il enchaîne depuis les JO. Les JO, c'est 2024. Hein. Il y a 2 ans, quoi. Ouais, super bien. Tout va super bien pour Achraf Hakimi. Il pète la forme. Et tu nous dis que Darwin Núñez, il sera prêt. Bah écoute, j'espère, parce que ça reste pour moi un attaquant intéressant, même s'il a floppé plutôt du côté de Liverpool, encore que il a été champion avec, mais ça a plutôt été un flop plutôt qu'une réussite. Moi, je reste pas amoureux du joueur, mais amoureux de ce type de neuf qui peut à la fois te mettre la présence athlétique, qui peut être bon dans le 1 contre 1, dans le jeu de tête, plutôt complet. Maintenant, oui, c'est sûr, partir en Arabie Saoudite, 2026, tu fais un gros plan, un gros bonus sur le compte en banque. Par contre, Portugal, moi j'ai juste en tête ma théorie Tegui qui est parti en Arabie Saoudite alors qu'il était meilleur buteur de l'année dernière de la Serie A. Bon, je pense qu'il mange pas que des pâtes là-bas. Hein. Vraiment, t'as bien pris. Hein. Après, je peux comprendre. Il suffit qu'il y ait 2-3 petites pâtisseries. Tu te fais vite avoir. Mais bon, ami Darwin Núñez, moi j'ai quand même des doutes, mais j'ai envie d'y croire. Et cet Uruguay qui va en demi-finale, non, même si je les aime beaucoup.
Je les vois pas faire demi-finale. C'est trop. On va terminer une troisième. Pour moi, l'espoir, c'est finir troisième parce que sinon, dans le reste, tu vas vite te retrouver face à des adversaires beaucoup plus forts. Plus forts, il va y en avoir beaucoup, mais beaucoup plus forts. Est-ce que l'Uruguay est en capacité de pouvoir battre un adversaire beaucoup plus fort dès les 16e ou dès les 8e? J'en doute. Donc, le parcours qui serait le mieux, c'est de terminer troisième. Mais terminer troisième dans un groupe où tu as l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, c'est pas cohérent. Donc, en fait, j'ai peur que l'Uruguay se retrouve, malgré elle, dans une situation où elle va finir deuxième du groupe. Maintenant, on verra ce que nous donnera le fameux groupe en face. Est-ce que l'Argentine assumera son statut ou est-ce que ça sera l'Algérie qui va faire le boulot? Ou l'Autriche. On parle pas beaucoup de l'Autriche, mais ou l'Autriche, hein. Voire même la Jordanie. Je suis Absalène Citron, je t'avais dit l'Uruguay, il y a un monde où ça fait troisième, USA, Uruguay, je pense USA. Ouais, mais là il y a match, tu vois, si c'est deuxième, si c'est comment, si c'est États-Unis, Uruguay ou Uruguay, Argentine, je te l'ai dit, mon copain, pour moi il y a un truc à faire. Et même si c'est les States à Dom, franchement, à la limite, ça me hyperait plus. Ça me hyperait plus parce que tu as vraiment deux sélections un peu d'un niveau similaire et puis on l'a montré, hein. Je vous dis ça, mais le classement FIFA, bah attends, on va faire mieux. Ce serait le 16e contre le 17e. On peut pas faire mieux. On peut pas faire plus équilibré que cette opposition-là. Donc ça pourrait coller. Et toi, tu penches plus naturellement vers les USA. Et ben moi, je pencherais un peu plus vers l'Uruguay. Donc ça peut peut-être être là. C'est paradoxal, mais il faudrait que l'Uruguay termine troisième. Et pour moi, ça colle tellement pas avec le style de l'Uruguay de privilégier des matchs et d'en garder sous la semelle, et encore plus avec Bielsa. J'arrive pas à y croire. Donc bon, voilà. Faut terminer troisième et essayer d'éviter au plus longtemps possible les adversaires trop favoris. Le favori en face, vu que l'Uruguay ne le sera pas très souvent, ça peut peut-être bien leur coller. Voilà les copains. Moi, ça va être bon pour moi. Je viens de faire plus d'une heure sur l'Uruguay. Je pense que je peux m'arrêter là. Donc merci les copains, merci Laoni et merci Chad. Il y a ce chouette félicitations d'avoir participé au chat et de l'avoir animé avec moi. C'est sympa. C'est sympa de faire ce petit live avec vous. Comme d'habitude, le live va être disponible en replay dans quelques minutes. Donc, si vous revoyez ce live, n'hésitez pas, je vous ai dit au tout début de cette vidéo, à me dire si c'est plutôt vrai ou au contraire, je me gourre un peu plus dans l'évaluation de cet Uruguay 2026. Voilà, j'aimerais bien m'enthousiasmer parce qu'en plus, il y a Marcelo qui est sur le banc. Mais je suis un peu rattrapé par le niveau moyen quand même de certains joueurs. Mais il y a quand même de la qualité. Donc, un quart de finale avec une troisième place à la clé dans le groupe, ça pourrait être possible. Maintenant, voilà les copains. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez vu ce live, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Ce qui donne de la force, c'est ce qui donne envie de continuer. Et puis, on va revenir demain avec d'autres focus sur la chaîne, d'autres petites sélections, certaines plus hype que d'autres, et certaines qui sont bien attendues. J'en dis pas plus. Voilà les copains, donc merci à vous d'avoir suivi. Live dispo en replay dans quelques minutes, dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes. Mais c'est juste le temps de faire le montage et ça sera fait. Et puis, comme d'habitude, vous savez, quoi, les copains, on est ouvert toute l'année.
Ciao, ciao les copains. Ciao.